bien, cette semaine encore, nous allons parler santé et j'ai avec moi M. Christian Gagnon, qui est pharmacien. Bonjour. Oui, bonjour, M. Como. Alors, Effectivement, on va aborder cette semaine encore un autre sujet. On va être plus dans la dermatologie cette semaine. On va parler de la rosacée. On va faire un petit peu un tour d'horizon. Je pense que les gens commencent à connaître un petit peu mon pattern de présentation. On explique un peu quelle est la maladie. On explique un petit peu les causes. Après ça, on voit quelles sont, dans le fond, les façons non pharmacologiques peut-être de prévenir ou de diminuer le problème. Puis après ça, on regarde un petit peu comment est-ce qu'on aborde les traitements. Donc, c'est un petit peu le même modèle avec lequel on va y aller pour la rosacée. La rosacée, ben, c'est ça, c'est un problème dermatologique, si on le définit un petit peu. C'est comme une rougeur centrale qu'il y a au niveau du visage. Donc, c'est principalement au niveau des joues, au niveau aussi là, du nez. Puis il y a différents stades là, dans cette maladie-là. On va les voir un petit peu. Il y a des stades d'évolution. Donc, il y a des stades il y a comme une première étape, si vous voulez, puis ça peut évoluer des fois vers des stades un petit peu plus avancés où les traitements changent. Puis les traitements sont en fonction, dans le fond, du stade où on est rendu dans cette maladie-là. Aussi cette maladie-là, c'est une maladie qui n'est pas très, tu sais, qui est un peu méconnue, mais c'est une maladie qui peut, dans le fond, tu sais, ça a rapport avec l'apparence, fait quelqu'un qui travaille dans le public, quelqu'un qui est appelé à faire face, là, à socialiser. Souvent, des fois, là, ça peut être gênant un petit peu d'avoir ça, ces rougeurs-là qui sont présentes. Puis des fois, les gens interprètent mal ces rougeurs-là. Ils pensent que ça peut être dû à une surconsommation d'alcool, des choses comme ça. Donc, les gens vont peut-être des fois avoir certains préjugés envers cette maladie-là. Mais c'est une maladie dermatologique qui n'est pas nécessairement occasionnée. C'est sûr qu'il y a certains facteurs aggravants, puis on va le voir, mais qui n'est pas nécessairement occasionné, puis c'est souvent pas un je sais problème que d'alcoolisme, c'est vraiment une maladie dermatologique. Donc, le psychosocial de cette maladie-là, des fois, peut entraîner du retrait, de la gêne de la part des gens. Donc, c'est important de s'occuper de ce type de problème-là. Là. Oui. c'est un nom que j'ai déjà entendu. En tout cas, probablement que la plupart des gens ont déjà entendu le nom. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas ce que c'est exactement. C'est ça, fait là, on va tenter de mieux la définir. Donc, si on met des mots un petit peu plus scientifiques là-dessus, ben, comme je viens d'expliquer, c'est une rougeur, oui, centrale au niveau du visage, au niveau des joues. Des fois, on voit comme des petits vaisseaux au niveau de la peau. Là, ils appellent ça des télangiectasies. C'est une maladie inflammatoire qui n'a pas de cause qui est exactement connue. Mais il y a différentes hypothèses pour l'expliquer, puis on verra ces différentes hypothèses-là. On parle un petit peu des statistiques, ça touche quand même 10% de la population. On dit qu'il y a environ 3 millions de Canadiens qui peuvent être atteints de cette maladie-là. Ça prédomine surtout chez les gens qui ont un teint clair. Donc, on pense aux gens qui ont des cheveux roux ou qui ont des cheveux blonds. Hein. Les roux ou les blonds ont un teint de peau qui est plus clair. Puis la prédominance de cette maladie-là va arriver surtout chez ces personnes-là. C'est sûr que c'est héréditaire aussi. Donc, les gens qui, dans leur famille, avaient des parents qui avaient cette maladie-là, sont plus sujets à l'avoir aussi. C'est plus fréquent cette maladie-là chez les femmes de 30 à 50 ans. Puis il y a des facteurs déclenchants ou des facteurs aggravants. Donc, il y a des facteurs qui vont prédisposer à aggraver les symptômes de la maladie. Il y a certains médicaments avec des effets dilatants, on vient de dire, il y a une cause inflammatoire, il y a peut-être une cause vasculaire aussi là-dedans. Donc, il y a certains médicaments vasodilatateurs, donc qui vont dilater les petits vaisseaux en surface, qui vont aggraver. Des stéroïdes topiques, des crèmes là, avec de la cortisone, comme les gens nous disent souvent, des fois peuvent aggraver ça. L'exposition au soleil, donc une exposition trop longue au soleil peut aggraver. Les températures élevées ou les températures trop froides vont aggraver aussi les signes et les symptômes de cette maladie-là. L'humidité, le vent, donc un vent associé avec une température très froide, hein, on peut
penser à certaines températures hivernales. Le stress émotionnel, donc les émotions, avoir les émotions, des fois on vient rouge, mais imaginez les gens qui ont cette maladie-là, ils ont déjà des rougeurs, donc quand ils vivent un stress émotionnel, ça peut aggraver leur rougeur. La consommation d'alcool aussi, parce que l'alcool a un effet sur les vaisseaux sanguins, donc ça peut aggraver. Les mets épicés, certains mets épicés vont donner des bouffées de chaleur, peuvent aggraver les symptômes de cette maladie-là. Les boissons chaudes, donc on l'a dit, tout ce qui est trop chaud, qui est trop froid, a une incidence, dans le fond, sur les symptômes de cette maladie-là. Certains produits de soins de peau, donc il faut que ces gens-là fassent attention aux produits qu'ils choisissent pour le soin de leur peau. C'est quoi les hypothèses? On dit que la cause exacte est inconnue. C'est quoi les hypothèses? Bien, je viens de le dire, il y a peut-être une cause génétique. Donc, il y a certains gènes qui seraient impliqués. Donc, les gens qui, dans leur famille, ont déjà eu cette maladie-là sont peut-être plus sujets à l'avoir. Composante vasculaire, les signes et les symptômes, là, rougeur, télangiectasie, bouffée de chaleur, œdème. Donc, tout ce qui peut affecter les vaisseaux peuvent être en cause, peut aggraver, dans le fond, les signes et les symptômes. Donc, on suppose qu'il y a quelque chose qui déstabilise les vaisseaux dans cette maladie-là. La cause exacte, c'est sûr qu'il y a des causes, là, dans le fond, plus précises de certains agents qui viendraient, certains agents physiologiques qui viendraient agir au niveau des vaisseaux, qui modifieraient la vascularisation, tout ça, qui pourrait être en cause. Donc ça, c'est des hypothèses qui peuvent expliquer un petit peu d'où vient la maladie. C'est ça. Les vaisseaux du derme, là, qui est une couche dans le fond de notre peau, auraient une tendance à se dilater puis à être plus perméables aussi. Donc, c'est des explications dans le fond possibles. On parle aussi de causes neuro-immunes. C'est quoi ça, une cause neuro-immune? On va l'expliquer. Bien, dans le fond, c'est le système nerveux et le système immunitaire qui pourraient être impliqués là-dedans. Donc, le système immunitaire qui influencerait peut-être le système nerveux puis qui viendrait jouer au niveau des vaisseaux, des choses comme ça. Donc, une hypersensibilité possible des nerfs sensoriels. Donc, les nerfs sensoriels, c'est des nerfs qui sont à la surface de la peau souvent, puis une dysfonction du système immunitaire là, qui causerait une sensation de brûlure, entre autres, au niveau du visage. Tout ce qui est sensation de brûlure, souvent les nerfs sont impliqués là-dedans. Donc, ça, c'est des symptômes que ces gens-là peuvent ressentir, des sensations de brûlure au niveau de leur rougeur, qui pourraient être médiées, dans le fond, par le système nerveux, là. C'est quoi les différents types de rosacée? C'est important d'en discuter parce que ça va nous aider à mieux comprendre comment on applique les traitements, où on s'en va avec les traitements après. Donc, le type de traitement qui va être utilisé, les combinaisons de traitements qui vont être utilisées, dépend du stade où est rendue cette maladie-là. Ça veut dire que quand on voit quelqu'un qui est du rose ou rouge un peu sur la figure, il ne faut pas penser nécessairement que c'est la cause de la boisson. Non, en plein ça, vous l'avez bien dit. Ça peut être une gêne un peu pour ces gens-là aussi. C'est ça, exactement. Puis ça entraîne des préjugés envers ces gens-là, alors que c'est pas du tout ça la cause, c'est une vraie maladie. Puis comme on vient de voir, il y a différentes hypothèses qui sont proposées pour expliquer c'est quoi la cause de la maladie. Donc, il ne faut pas toujours penser que ces gens-là, c'est nécessairement des alcooliques, là. Donc, ça n'a pas rapport avec ça. Mais vous imaginez que la gêne que ça peut occasionner chez ces gens-là quand même, là, tu sais, fait que c'est des préjugés que les gens peuvent avoir, là. Donc, c'est ça qui, comme je disais tantôt, tout ça peut faire en sorte que les gens vont avoir tendance à moins s'exposer, vont faire du retrait social. Donc, il peut y avoir des effets psychologiques de cette maladie-là, là, tu sais, le retrait social, s'isoler, etc. Donc, on ne pense pas toujours à ça, mais n'empêche que ça peut avoir une incidence là-dessus. Bon, les sous-types ou les différents types de rosacée, bien, le type peut-être le moins sévère, c'est quand il y a, comme je le disais au début de l'émission, une rougeur. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent, là. Une rougeur superficielle, le nez qui est rouge, la face qui est rouge. Des fois, ça s'accompagne, on appelle ça des télangiectasies. Bien, c'est comme des petits vaisseaux qui sont apparents au niveau de la peau là, de la personne qui
que la rosacée. Donc ça, c'est le premier stade. Ensuite de ça, des fois, il peut arriver des papules ou des pustules là-dedans. C'est quoi des papules? Ben, c'est comme des petits boutons dans le fond là, qui vont ressembler un petit peu à de l'acné. Donc, on va commencer par une rougeur. Là, ça peut évoluer. Donc ça, c'est comme si des fois, quand la maladie n'est peut-être pas prise à temps ou que les traitements du début sont inadéquats, ben là, on évolue vers un autre type. On évolue avec des papules et des pustules qui viennent s'ajouter aux rougeurs qu'on a déjà au niveau du visage. Évidemment, le traitement va différer de la simple rougeur du début. Ensuite de ça, il y a la rosacée fimateuse. Okay? La rosacée fimateuse, c'est un épaississement de la peau, puis souvent avec un changement, dans le fond, au niveau de la présentation là, des tissus. Là. Donc, un épaississement de la peau affectant des glandes sébacées. Donc là, on commence à affecter, rendu à ce stade-là, d'autres structures sous-jacentes à la peau. Donc, les glandes sébacées qui sont localisées dans la peau vont être impliquées. Donc, avec des contours irréguliers, principalement où? Au niveau du menton, du front. Puis cette forme-là va affecter davantage les hommes. Tu sais, des fois, justement, les gens appellent ça un brandy nose. Là. Bien, on voit ça des fois avec un nez là, qui est déformé un petit peu, qui est épaissi, que les contours sont irréguliers. Bien, c'est pas nécessairement un brandy nose, puis c'est pas nécessairement à cause de l'alcool, mais c'est à cause de cette maladie-là qu'on appelle la rosacée. Donc ça, c'est un autre stade de développement de la maladie. Puis finalement, un stade oculaire, c'est-à-dire que la rosacée va aussi occasionner des symptômes oculaires. Donc on parle de sensations de sécheresse, de sensations de brûlure et de picotement au niveau de l'œil. Puis on parle aussi d'inflammation des paupières, la blépharite. Donc, on le voit, il y a une évolution possible dans cette maladie-là. Puis comme toutes les maladies, si on néglige un petit peu le traitement, on peut évoluer vers des stades plus avancés, comme ceux que je viens de décrire. Ensuite de ça, c'est quoi l'approche non pharmacologique? Bien, l'approche non pharmacologique, c'est en lien, dans le fond, avec les facteurs aggravants, puis avec les causes aggravantes là, de la maladie. Donc, on a parlé du soleil qui peut aggraver. Bien évidemment, quand on s'expose longtemps aux rayons solaires, ces gens-là, normalement, quand on regarde les différents articles scientifiques qui traitent la rosacée, on dit que ces gens-là devraient avoir une routine là, à tous les jours, que ce soit en hiver, peu importe le niveau d'exposition au soleil, ces gens-là devraient avoir une routine et mettre de la crème solaire quasiment à tous les jours. Okay? Donc, ils devraient avoir une routine de protection solaire et puis ils devraient avoir une routine aussi d'hydratation de la peau parce que ces gens-là ont une barrière cutanée qui est affaiblie un petit peu, donc c'est important de bien hydrater. Donc, ça, quand on parle d'approche non pharmacologique dans la rosacée, l'utilisation des filtres solaires et puis une bonne hydratation de la peau, c'est toujours très important. On parle d'une protection solaire là, de la 30 au moins. Puis bon, comme je viens de le dire, inclure dans leur routine tout au long de l'année. En tout cas, c'est ce qui est proposé quand on regarde les différents articles. Là. Bon nettoyage, bonne hydratation. Évidemment, utiliser des produits nettoyants non irritants pour la peau. Il y en existe plus qu'un sur nos tablettes en pharmacie. La barrière naturelle qui est plus faible, je viens de vous le dire, donc c'est important de bien hydrater. Il y a certains hydratants qui sont à privilégier, là, qui donnent des gras naturels à la peau. On parle des céramides, entre autres, là, qui sont conseillés dans ce type de maladie-là. Faire attention aux aliments qui ont une incidence, on l'a dit, il y a une hypothèse vasculaire, donc tous les aliments qui ont tendance à faire de la vasodilatation ou avoir un effet sur les vaisseaux sanguins. On parle de l'alcool, évidemment. L'alcool peut avoir un effet vasodilatateur. Le tabac, donc le tabagisme, faire attention, le tabac est impliqué dans ce type de maladie-là. Les aliments épicés qui ont tendance des fois à donner des bouffées de chaleur, donc limiter la consommation d'aliments épicés.
Limiter les extrêmes, donc trop chaud, trop froid, ou bien se protéger le visage en hiver, entre autres, comme par des bons hydratants, je viens de le dire. Ensuite de ça, aller dans des saunas, ça peut évidemment augmenter la rougeur, les boissons trop chaudes, l'activité physique trop intense, protéger son visage contre le froid. Je me répète, mais c'est toujours valable en hiver. Hein. Les grands froids en hiver vont aggraver la rougeur, ces personnes-là, surtout associées au vent. Ouais. Quels sont les signes que quelqu'un devrait surveiller pour aller consulter, par exemple? Oui, ça c'est une bonne, dans le fond, les gens qui ont une rougeur au niveau du visage permanente, puis qui ont ces petits vaisseaux-là au niveau du visage, puis qui se demandent pourquoi ils ont tout le temps cette rougeur-là. Puis c'est une rougeur, dans le fond, qui ne disparaît pas. Là. On peut appliquer ce qu'on veut là-dedans, même en hydratant régulièrement, même en prenant certaines précautions. Les gens souvent vont chercher. Bien, quelqu'un qui cherche pendant longtemps, mais qui a cette rougeur-là permanente au niveau du visage, devrait consulter pour ce problème-là. Souvent, les gens vont essayer des fois des crèmes avec de la cortisone en vente libre. On l'a vu, ça peut des fois aggraver le problème plus que de l'améliorer, la cortisone. Donc, des gens qui utilisent des crèmes avec de la cortisone en vente libre, qui pensent que c'est une rougeur banale, mais que ça persiste trop longtemps, ces gens-là ne devraient pas hésiter à aller consulter quand ils ont une rougeur qui persiste au-delà d'un mois, qui sont incapables là, de la traiter de façon adéquate, là, soit par des crèmes en vente libre ou par différentes interventions. Ces gens-là ne devraient pas hésiter à aller consulter et à poser des questions sur cette rougeur-là. Au pire, ils peuvent nous voir, on a quand même une certaine expertise, puis on voit qu'il y a des signes de rosacée là-dedans, on va les référer là, vers les bonnes personnes. Là. Si on continue un petit peu avec notre approche non pharmacologique, bien évidemment, la gestion des émotions, hein, des exercices de relaxation peuvent aider là, à mieux gérer nos émotions si on omet les médicaments dans cette gestion-là. Faire le choix de bons produits cosmétiques, pas trop occlusifs. Certains cosmétiques anti-rougeur qui sont vendus là, en pharmacie, là, dans les dermocosmétiques, peuvent être des bons choix aussi. Prise en charge du psychosocial, j'en ai parlé. Le traitement au laser et à la lumière pulsée. Bien, c'est quoi ça, le traitement au laser? Ça, il y a certains dermatologues qui vont aller avec ça. Des personnes qui veulent avoir une efficacité rapide, une résolution assez rapide d'une rougeur importante qui ont au niveau du visage, puis qu'il y a déjà eu des crèmes ou autre chose qui ont été essayées, puis que ça ne fonctionne pas. Bien, on parle ici de traitements non pharmacologiques, mais qui sont efficaces. Donc, c'est selon l'expérience du médecin. Il y a des médecins qui vont être plus familiers pour utiliser ça, le laser puis la lumière pulsée. Au début, il peut y avoir une rougeur excessive qui va apparaître suite à ces traitements-là, mais après ça, on va voir une résolution là, du problème qui va apparaître avec ça. Donc, il y a une amélioration visible rapidement suite à ce type de traitement-là. Ce sont des traitements qui peuvent être quand même assez onéreux et assez coûteux. Puis, ce pas des traitements qui vont amener une résolution du problème à long terme. Donc, c'est des traitements qui doivent être répétés dans le temps si on veut maintenir leur efficacité. Puis souvent, comme je le disais, on va l'associer avec des crèmes ou avec des traitements pharmacologiques. Donc, c'est un avenue possible de solution pour les gens qui veulent aller là. Maintenant, si on parle un petit peu des approches pharmacologiques, bien souvent, quand on a la première phase, dans le fond, de ces problèmes-là, il y a vraiment des traitements on pourrait quasiment dire que c'est des pierres angulaires de traitement. Là. Ce qu'on va voir le plus souvent, c'est une crème antibiotique à base de métronidazole. Okay? C'est un antibiotique, ça, qui a un effet positif là, pour traiter la rosacée, surtout dans ses premiers stades. Après ça, il va falloir évoluer vers d'autres choses quand on va dans les stades plus avancés de la maladie. C'est sûr que ça, ces crèmes-là, ça nécessite vraiment une application très régulière.
Puis quand il y a une résolution ou une amélioration au niveau de la maladie, il ne faut pas arrêter ces crèmes-là parce que c'est une maladie qui est chronique puis qui va avoir tendance à revenir si on arrête le traitement. Ça peut prendre 8 à 12 semaines avant de voir une amélioration avec ces traitements-là. Donc, ça nécessite une certaine discipline de la part des gens qui ont cette maladie-là, puis ça nécessite vraiment une application régulière des traitements. On voit des fois les gens qui se découragent, puis qui abandonnent leur traitement, qui ne renouvellent pas. Ben c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'aide pas nécessairement notre cause là, si on abandonne trop tôt dans ce type de traitement-là. Donc ça, c'est surtout pour le stade plus précoce de la maladie, là, la rougeur centrale avec les petits vaisseaux des fois qu'on voit dans la peau. Quand ce premier stade-là devient un petit peu plus sévère, ben, s'il apparaît des papules, des pustules, là, on va utiliser d'autres types de crèmes. Des crèmes qui peuvent être utilisées des fois dans l'acné. On parle de Finacea, l'acide zoledronique, là, qui va avoir un effet supplémentaire. Donc, qui va aider davantage. Aussi, dans les premiers stades de la maladie, on l'a dit, c'est un effet vasculaire. Donc, on va utiliser des crèmes qui sont à base de vasoconstricteurs. Donc, c'est des crèmes qui vont avoir peut-être un effet plus esthétique, mais qui vont permettre de faire disparaître la rougeur assez rapidement. Évidemment, il faut répéter. Il y en a qui vont l'utiliser plus de façon occasionnelle, quand ils ont justement une occasion, une réunion, ou bien un rassemblement familial. Bon, à certaines occasions, les gens veulent avoir un aspect esthétique plus normal, faire disparaître la rougeur plus rapidement, bien, ils vont utiliser ces crèmes vasoconstrictrices-là dans certaines situations. Puis il y en a qui vont l'utiliser quotidiennement pour aller au travail, exemple. Donc, c'est une autre possibilité. Donc, en plus des crèmes antibiotiques, on a ces produits vasoconstricteurs-là qui peuvent aider à résoudre une rougeur qui est là, qui est permanente de façon plus rapide. Mais on s'entend qu'aussitôt que l'effet est passé, bien, ça disparaît. Donc, c'est plutôt esthétique là, que curatif, ces crèmes-là. Ensuite de ça, quand on parle du deuxième stade de la maladie, là, quand il y a des papules et des pustules, bon, on a nos crèmes antibiotiques, mais on peut intégrer à ce moment-là, surtout là, quand c'est à longue échéance et qu'on n'y arrive pas avec les crèmes, bien, on va intégrer des antibiotiques là-dedans. OK? Fait que là, souvent les antibiotiques, il y a certains antibiotiques de la famille des tétracyclines là, qui vont embarquer, qui sont des antibiotiques qui sont plus dédiés aux problèmes dermatologiques. Donc, on peut utiliser des antibiotiques sur une période d'1 mois ou plus. Puis après ça, on essaie de les arrêter. On sait que les antibiotiques, la résistance bactérienne et tout ça, on essaie de l'utiliser sur une plus courte période. Mais il y a certains cas, des fois, où on doit aller avec une antibiothérapie à plus long terme. Puis là, à ce moment-là, le but, c'est toujours de réduire les doses, puis d'utiliser les doses minimales efficaces. Il y a certaines formulations qui se font effectivement avec des doses beaucoup plus faibles d'antibiotiques, puis qui vont être utilisées à plus long terme là, quand on a des stades plus avancés de la maladie. Ensuite de ça, ben, pour le stade qu'on parlait, là, la filmateuse là, qui va affecter surtout le nez, là, qui va affecter puis qui vont donner un épaississement de la peau, qui vont donner des irrégularités, là, des formes irrégulières au niveau du nez, qui peut devenir vraiment inesthétique. Bien là, à ce moment-là, on va aller avec certains, on appelle ça des rétinoïdes topiques. Là. Donc, c'est des médicaments qui vont agir sur les glandes sébacées, on utilise ces produits-là aussi dans l'acné plus sévère. Donc, il y a des crèmes à base de rétinoïdes. Et si c'est pas suffisant, on peut aller aussi encore là, une fois, avec des traitements antibiotiques et des traitements là, des traitements qui vont être utilisés là, dans d'autres types de maladies. Là. On parle de l'isotrétinoïne, là, qui est un traitement qui va être utilisé. Là, puis la chirurgie est envisageable aussi là, dans ces traitements-là. Donc,
Est-ce que ça touche le nez? Est-ce que c'est surtout les hommes à ce moment-là? Oui, c'est ça. C'est surtout chez les hommes, comme je le disais, que cette forme-là va se manifester. Puis c'est ça. Là, on va plus loin dans les traitements. Comme je vous disais, là, on va aller avec des traitements par voie orale, puis on va aller avec on peut même aller avec des traitements chirurgicaux là, dans ce cas-là là, pour revenir avec, remoduler un petit peu, si vous voulez, le nez quand c'est dans des stades vraiment plus avancés. Quand on passe après ça à l'autre stade qui va affecter les yeux, bien évidemment, ça va être au début des traitements là, plus doux, donc une bonne hydratation avec des gouttes hydratantes, une bonne hygiène dans le fond des paupières aussi avec certains nettoyants doux pour les paupières. Donc c'est avec ça qu'on va y aller. Mais si c'est pas suffisant, là, les antibiotiques aussi peuvent devenir pertinents. Là, puis après ça, il y a certains traitements immunosuppresseurs qui peuvent être utilisés aussi. On sait que les immunosuppresseurs appliqués localement dans certaines sécheresses oculaires très importantes vont jouer un rôle là, vraiment pertinent là, aussi là, dans ce stade plus avancé, de la maladie. Donc, comme on le voit, il y a différentes alternatives. Là, ça dépend toujours aussi puis tous ces médicaments-là aussi peuvent avoir certains effets indésirables. Donc, encore une fois, il faut regarder les interactions possibles avec les autres médicaments. Il faut regarder, est-ce que chez la femme enceinte, il faut être prudent parce que même quand c'est des traitements qui sont appliqués localement, ça peut avoir une incidence sur la grossesse. Donc, il y a toutes ces conditions-là aussi qu'il faut regarder. Les antibiotiques utilisés aussi peuvent avoir des interactions avec d'autres médicaments. Donc, ça, c'est un peu notre portion, à nous les pharmaciens, là, dans cette maladie-là, de s'assurer, dans le fond, que les traitements qui sont utilisés n'auront pas d'interaction, nuiront pas. Puis il y a certains, si on parlait du soleil, bien, certains de ces antibiotiques-là qui sont photosensibilisants, qui peuvent rendre la peau plus sensible au soleil, qui sont utiles pour traiter la maladie. Donc là, c'est notre rôle de voir avec les gens puis de réitérer, dans le fond, au niveau de la protection solaire, là, quand ces antibiotiques-là là, vont être utilisés dans la maladie. Donc, on voit que cette maladie-là, dans le fond, c'est un ensemble là, de traitements préventifs au niveau là, de prévenir, dans le fond, l'aggravation de la maladie avec des bonnes protections solaires, une bonne hydratation. Ensuite de ça, il y a les choix de traitement, puis il ne faut pas hésiter quand la maladie évolue vers d'autres stades, dans le fond, de reconsulter au besoin pour avoir le bon choix de traitement et pour maîtriser là, les symptômes de façon plus efficace, dans le fond. Là. Fait que, le pharmacien demeure toujours en première ligne, si on veut, de cette maladie-là. effectivement, dans le fond, si ça devient plus grave, est-ce que c'est le dermatologue? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que dans un premier temps, il y a le médecin de famille qui va y aller avec des traitements de base. Nous, on peut aider à dépister et à reconnaître la maladie. On peut aider à orienter vers le bon professionnel. Souvent, le médecin de famille est apte à prescrire des crèmes antibiotiques. Donc, ça, c'est des crèmes qui sont sur ordonnance. Puis ensuite de ça, quand ça évolue puis que ça va trop loin, puis que la maladie est difficilement contrôlable ou devient vraiment problématique, bien là, ça sera le dermatologue à ce moment-là qui va venir en deuxième ligne, là, tout à fait. Ouais. Bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Moi, je vous remercie beaucoup du cours que vous nous avez donné, parce qu'on apprend beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir, comme d'habitude. Puis, on donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Exact, ça va me faire plaisir d'être présent.